Bonjour à toutes et à tous. Nous voici à la troisième partie, et non des moindres, car il s'agit du Lean. Nous allons passer beaucoup de temps à discuter de cette pratique, car il est très important, à mon sens, que vous appreniez ce qu'est le Lean, qui est parfois sous-estimé. Nous allons débuter cette partie par le Lean, un concept très important, comme je l'ai mentionné, suivi euh, par les sources des gaspillages. Ensuite, le Value Stream Mapping, appelé aussi VSM, et nous verrons de quoi il s'agit. Le fameux PDCA, Plan Do Check Act, appelé aussi Road de Deming, l'Improvement Kata, le cordon London, et enfin un exemple de cas pratique du Lean. Alors, il faut savoir qu'une formation complète sur le Lean pourrait durer 1 an, car il existe énormément d'outils à disposition. Ainsi, je vous présente ici uniquement ce qui touche au périmètre DevOps. En même temps, je tenais à vous expliquer ce qu'est le Lean en suivant un fil conducteur lié au périmètre DevOps. Et donc, le plan est construit selon un fil conducteur logique. Alors, nous allons commencer par comprendre ce qu'est le Lean dans sa globalité. Alors, en effet, Taishi Ono est largement reconnu comme le principal architecte de Toyota Production System. Alors, en effet, euh, il est le concepteur du modèle Lean, appelé Toyota Production System. Il a été ingénieur chez Toyota Motor Corporation, qui est devenu ensuite euh, vice-président de Toyota. En effet, il a gravi les échelons pour devenir un cadre clé, jouant un rôle crucial dans le développement et la mise en œuvre du TPS, Toyota Production System, pendant les années 50 et 60. Alors, il faut savoir que le Toyota Production System émerge dans un contexte de pénurie de ressources au Japon. En effet, après la Seconde Guerre mondiale, obligeant Toyota à innover pour survivre face à la concurrence des grands fabricants américains, eh bien, Taishi Ono s'est inspiré de plusieurs sources, notamment les lignes de production d'Henry Ford, les concepts de qualité de Edouard Deming, les philosophies de gestion de Sakichi et de Kishiro Toyoda, les fondateurs de Toyota. Cependant, il a su combiner ces influences et créer une méthodologie cohérente et efficace basée sur l'élimination des déchets, ce qu'on appelle le MUDA, l'amélioration continue, le Kaizen, et la production juste à temps, le just in time. Et donc, Taishi Ono, effectivement, a regroupé et systématisé diverses bonnes pratiques, mais il est également incorrect de dire qu'il n'a pas innové. En effet, son génie réside dans la formalisation et l'application rigoureuse de ces principes à une échelle industrielle, créant ainsi une méthode de production qui a révolutionné l'industrie automobile et au-delà. Et donc, pour visualiser le modèle et mieux comprendre le TPS, je vous invite à rechercher sur Google TPS Lean et vous trouverez de nombreux schémas et d'explications détaillant ce système complexe mais extrêmement efficace. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que tout ce que nous faisons, c'est examiner la chronologie flux du moment où le client passe une commande jusqu'à ce que nous encaissions l'argent. Et nous réduisons cette chronologie flux en éliminant les gaspillages qui n'ajoutent pas de valeur. Autrement dit, il nous enseigne à travers cette citation que l'objectif est de réduire le temps entre la commande d'un client et l'encaissement de l'argent. Cela se fait en éliminant les étapes inutiles qui n'apportent pas de valeur, en optimisant chaque étape ou on améliore l'efficacité et la satisfaction du client. Donc déjà, dans les années 60, il parlait de satisfaire le client et d'optimiser les processus, chose qui nous paraît d'actualité encore aujourd'hui. Alors, un petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi les extents, il faut savoir que qui est très important de connaître, c'est que on avait discuté d'une notion importante. C'était que les démarches s'améliorent et évoluent d'environnement à environnement. Et donc, par exemple, le taylorisme fut la première démarche de management et ce qu'elle a apporté, eh bien, c'est d'optimiser les tâches et opérations,
standardiser les processus, la division du travail et la rémunération au rendement. Alors, on peut critiquer, on peut dire du bien ou du mal, néanmoins, la chose est que c'est le point de départ parmi les démarches. Et donc, si on se focalise sur le Fordisme, eh bien, elle est apparue en améliorant les innovations apportées par le Taylorisme. Et d'ailleurs, à titre d'information, Ford était un disciple de Taylor. Et donc, le Fordisme a optimisé certaines innovations du Taylorisme, comme l'optimisation des tâches. Et en effet, l'optimisation des tâches et des opérations permettant ainsi à Ford de proposer le flux continu. Donc, il faut comprendre. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que s'il y a le flux continu, c'est parce qu'il a repris les travaux de l'existant, de ce que propose Taylor. De la même façon, pour la production de masse, eh bien, Taylor a mis en avant une mise en bouche sur la standardisation des processus de la division du travail. Ça a permis de faire naître la production de masse avec les concepts de Ford. Et la motivation des salariés. Il y a eu donc déjà une rémunération au rendement. Il faut savoir qu'avant le Taylorisme, on ne parlait pas de ça, il n'y avait pas de prime, ça n'existait pas. Et bien Ford a dit, on va améliorer ça. Il y a quelque chose qui existe, il y a déjà l'existant de rémunération au rendement. Nous, on va payer mieux, on va faire le 5 dollars, un salaire à 5 dollars pour les ouvriers. Il faut savoir qu'à cette époque, c'était beaucoup. Et donc voilà comment le Fordisme a amélioré le Taylorisme. Enfin, le Lean a amélioré le Fordisme en proposant par exemple l'élimination des gaspillages qui est observable grâce à la production de masse. Et donc, de plus, grâce au flux tiré, il a été possible de mettre en œuvre la production tirée avec le système Kanban. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à la production de masse, eh bien, on a pu mettre en place la production tirée. Alors, j'ai oublié de dire quelque chose de très important. Le Fordisme a apporté quand même une innovation. C'est la standardisation des produits. Ce qui a permis aussi d'aider à mieux éliminer les gaspillages. Parce en effet, en ayant une approche par produit quand on fabrique, c'est plus facile aussi de visualiser les gaspillages. Mais également aussi, le fait qu'il y ait une production de masse, eh bien, c'est plus facile pour identifier les gaspillages parce qu'il y a une production qui existe avec des étapes qui sont mises en œuvre. Et donc, les innovations qu'a apporté le Lean, eh bien, c'est la satisfaction du client. Là, on commence à parler de la valeur ajoutée, c'est-à-dire que ce que le client est prêt à payer, comme nous l'a dit Taïchi Ono en introduction, ou aussi la culture d'amélioration continue, le Kaizen. Donc, c'est le Lean qui a proposé ça, chose qui n'a pas été proposée par le Fordisme ou le Taylorisme. Enfin, on peut constater que l'Agile a proposé des améliorations tirées du Lean et d'un grand héritage de Taylor et de Ford. Notamment, l'élimination des gaspillages a permis à l'agilité de fonctionner en flux continu. Si aujourd'hui on fonctionne en flux continu, c'est parce que le Lean a proposé une méthodologie pour supprimer les gaspillages, pour optimiser le flux. Et toutefois, l'Agile a innové en se concentrant sur l'orientation du client. Et donc voilà un petit peu des exemples. En effet, le Kanban qui vient du Lean, bah, ça a permis de fonctionner avec un mode de management, on va dire, de transparence et de visibilité grâce aussi au Kanban. Et donc, le management par la qualité, qui fait partie du monde du Lean, bien que la qualité en soi, c'est un concept qui a été conçu par des experts en qualité, pas forcément qui se considèrent dans le monde du Lean, mais quand même, le Lean a accordé une grande importance à la qualité et ça a permis pour le monde de l'agile de fonctionner de manière itérative et incrémentale grâce à l'aspect qualité. Et donc, quelque chose qui est très important, si vous travaillez dans une entreprise Lean ou dans une entreprise qui a déjà déployé le Lean, eh bien, cela signifie qu'il existe une logique à long terme visant à atteindre l'agilité. Parce qu'en effet, une entreprise qui fait du Lean, bah, plus tard, il veut s'orienter vers l'agilité. De même, une entreprise qui est aujourd'hui en fonctionnement en Ford, ça existe, hein, il y a des entreprises qui appliquent encore le Fordisme aujourd'hui, eh bien, ils n'auront pas le choix de s'orienter vers le Lean. Et combien de fois on m'a contacté pour prendre part à des chantiers où la stratégie, c'était de s'orienter vers le Lean. Et donc,
En effet, cela est particulièrement vrai dans l'industrie parce qu'il est difficile de passer directement d'une entreprise de type Fordiste à une entreprise agile. Et donc, il est nécessaire de passer par le Lean pour optimiser les processus, réorganiser l'entreprise et ainsi créer un environnement propice à l'agilité. Connaître les démarches du Lean est donc un bon indicateur pour vous aider à comprendre où se situe votre entreprise. Donc, est-elle en train de pratiquer l'agilité ou est-ce qu'on est encore en phase de déploiement du Lean? On ne sait pas, mais grâce à la connaissance de ces différentes démarches qui fonctionnent en synergie, on peut comprendre. Donc le lean, quant à lui, est le précurseur de l'amélioration continue, une culture reprise dans plusieurs référentiels. Et donc c'est justement ici que moi je voulais vous amener, en vous faisant comprendre et prendre conscience que le lean a inspiré de nombreux référentiels, en intégrant l'aspect de l'amélioration continue. Exemple, pour ceux qui connaissent bien ITIL, eh ben, ITIL propose dans son référentiel un modèle d'amélioration continue, directement inspiré du Kaizen. De même, la théorie des contraintes de Elijah Goldratt, bah, ça a été influencé par les principes du Lean, l'ISO 9001, avec ses chapitres sur le leadership et l'amélioration continue, et également sur le Lean, sur le Scrum. Scrum, comme indiqué dans le guide, est bâti sur la pensée Lean. Le Lean Six Sigma est également basé sur le Lean, tout comme le Kanban. Safe repose aussi sur les principes du Lean. Le Lean Startup utilise des concepts du Lean pour créer des entreprises. Enfin, le Design Thinking et DevOps, eh bien, sans oublier l'agilité, sont aussi influencés par le Lean. Ainsi, comme vous pouvez le constater, le Lean touche de nombreux concepts. Donc, comme vous l'aurez compris, le Lean n'est pas qu'une simple méthode. Et dire que c'est une méthode, c'est une erreur fondamentale. Et donc, comme mentionné sur la diapositive précédente, eh bien, DevOps tire ses racines dans le monde du Lean Manufacturing, qui répond aux problèmes des ingénieurs qui conçoivent des produits que les usines ne peuvent se permettre de fabriquer. Et donc, dans le cas de DevOps, nous utiliserons le Lean IT. Cependant, la philosophie reste identique à celle du Lean, comme indiqué ci-dessous. Vous avez le Lean pour les DSI, le Lean Management pour l'administration, le Lean Manufacturing pour les usines, etc. Et donc, le Lean IT applique les idées clés de la production Lean au développement et à la gestion des produits et services informatiques. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que DevOps utilise le Lean IT comme pratique. Alors, nous avons vu maintenant que le Lean était important et quelle influence elle a amené à d'autres démarches, d'autres pratiques ou d'autres, on va dire, cadres de travail. Eh bien, souvenez-vous aussi, lorsque nous avons discuté de la pratique agile dans la section 4.1, nous avons constaté que les structures étaient plates, circulaires ou matricielles. Pour les entreprises dites lean, il est important de savoir qu'elles sont bureaucratiques. Mais comme l'ont très bien expliqué les experts du lean tels que Jeffrey Licker ou Isaac Gates, il s'agit de bureaucratie habilitante ou excellente. Alors, contrairement à une bureaucratie traditionnelle ou mécaniste, mais pourquoi finalement une organisation lean est-elle une bureaucratie excellente? Alors, comme vous pouvez le constater sur la figure à gauche, la direction générale définit la stratégie et les axes qui sont ensuite appliqués à l'ensemble de l'organisation, de la stratégie passant par le tactique au niveau opérationnel. Toutefois, les différentes entités fonctionnent en silo, car elles ne communiquent pas ensemble. En effet, dans les bureaucraties, on est vraiment dans les bureaucraties traditionnelles, on est vraiment divisionnalisé, hein. Donc, c'est du haut vers le bas. Et les différents services, c'est-à-dire que la direction commerciale ne travaille pas avec la direction technique, ou c'est vraiment parce qu'ils n'ont pas le choix. Et donc, ils ne se connaissent pas parfois, hein. Ils se voient chaque fois dans une entreprise, ils se voient beaucoup en cantine, à la cantine, mais ils ne mangent pas ensemble. C'est-à-dire que c'est chaque service qui mange ensemble. On mélange pas les torchons et les serviettes finalement. C'est un peu la philosophie même des structures organisationnelles bureaucratiques mécanistes. Par contre, dans une entreprise lean, c'est totalement différent. On utilise une approche top-down, bottom-up, ce qu'on appelle bottom-up, top-down. Cela signifie que la direction définit la stratégie et les axes qui sont ensuite déployés au niveau inférieur. Donc la direction générale va définir des objectifs qui vont être déployés au niveau tactique, soit département ou métier.
qui ensuite seront déployés au niveau inférieur où des objectifs sont définis en accord avec ce qui a été déterminé plus haut. Et donc, ensuite, les informations sont remontées du bas vers le haut pour indiquer si les objectifs ont été atteints ou non. Et ce jusqu'au sommet. Finalement, toute l'organisation travaille ensemble avec une vision commune et chacun est impliqué. C'est pour cela qu'on qualifie une entreprise Lean de bureaucratie excellente, parce qu'elle vit. Et donc, voici un exemple concret. Eh bien, vous avez donc des outils stratégiques aussi qui existent dans le Lean. Vous avez notamment, on appelle ça la démarche Oshinkanri. Et dans cette démarche Oshinkanri, il y a des principes qui vont permettre que tout le monde, c'est-à-dire que toute l'organisation aux trois strates, stratégie, tactique et opérationnelle, puissent travailler ensemble. Et on va utiliser comme outil, par exemple, la matrix en X. Alors, c'est équivalent à le balance scorecard de Kepler et Norton ou d'autres méthodologies ou outils comme le OKR. Dans le Lean, on utilise la matrice en X, mais c'est le même fonctionnement que la méthode OKR ou le balance scorecard. Sauf que c'est plus visuel, et donc on va définir des objectifs et des stratégies. Ensuite, on va prendre cette affiche faut imaginer que c'est un format A0 hein, qui reflète toute la stratégie, les objectifs et les projets, les programmes, qu'on va donner ensuite au chef de département, qui va l'afficher aussi et qui va retravailler cette matrix en X, qui va ensuite le donner au niveau inférieur, au responsable de bâtiment, et qui va dire, voilà, nous, on a ça comme objectif, il faut que tu atteins ces objectifs, mais il faut aussi que tu définisses tes objectifs pour nous aider à ce que nous aussi, on atteigne nos objectifs. Et donc, comment on va faire pour suivre ces objectifs, pour voir si c'est atteint ou non? Eh bien, on va définir des indicateurs SMART, des KPI. Alors, vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de daily Scrum, de daily stand-up. On parle de points bloquants, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est très visuel. Eh bien, ça vient du Lean. Encore une fois, dans le Lean, on appelle ça les AIC, on appelle ça les animations à intervalles courtes. En effet, Toyota est aussi le précurseur des Daily Scrum. En fait, les Daily Scrum viennent de Toyota. Et donc, on l'utilise dans le management de projet, pour faire des coproges, pour faire des comités de pilotage projet. Eh bien, chez Toyota, on va mettre en place des salles de pilotage qui sont appelées les salles OBEA. Dans les salles OBEA, eh bien, peut-être que vous connaissez, c'est une grande salle blanche, parce que OBEA au Japon veut dire grande salle blanche. Eh bien, on va avoir des tableaux de bord, on va même avoir la matrix en X qui est affichée et on va discuter. Voilà, bah moi, tu sais, Michel, moi j'étais bloqué, j'ai pas réussi à atteindre tel objectif. Il faut qu'on remonte ça au niveau supérieur pour prévenir la direction. Et donc tout le monde travaille ensemble. Et dans les rituels Lean, vous savez, bah, il y a plusieurs chefs de département. Vous avez le chef de département commerce, comme on l'a pu voir précédemment. Vous avez le chef de ici, vous aurez le directeur commercial. Vous aurez également le directeur technique, le directeur administratif qui vont être ensemble dans le rituel Lean. Et donc, tout le monde travaille ensemble parce qu'on favorise l'horizontal, mais aussi le vertical. Et donc, c'est pour ça qu'on qualifie une entreprise Lean de bureaucratie excellente. Parce que les informations descendent, mais elles remontent, comme vous pouvez voir à gauche et à droite. J'espère que c'est clair. C'était important de discuter de ça pour que vous compreniez euh, comment en management de projet, on fonctionne par coproge, parce que c'est encore ça, ça vient du Lean. Alors, on va discuter des cadres de Lean. On va faire un aperçu global comme on l'a fait avec l'agilité. Et alors, pour le cadre Lean, il faut savoir que la philosophie du Lean, c'est le Toyota Way. C'est un livre qui a été édicté par Toyota en 2001, que vous pouvez regarder sur Internet, qui explique un peu la philosophie de Toyota, donc par finalité du Lean. L'organisation Lean est une bureaucratie excellente. C'est un mode de management participatif avec l'esprit Kaizen. On n'est pas vraiment dans le servant leadership ou leadership transformationnel. On est un petit peu plus, on va dire, plus participatif et moins dans le leadership, on va dire, avancé, comme on peut le voir aujourd'hui dans certaines entreprises libérées. En termes de méthode, vous avez le Kata Improvement, vous avez le PDCA, vous avez le Kaizen, le Gemba, le 8D, DMAIC. Donc, nous, on va se focaliser, encore une fois, ce qui est inclus dans DevOps, donc le Kata Improvement ou l'Improvement Kata et le PDCA. En termes d'outils, vous avez le VSM
le cordon Downton que nous verrons, le Pokayoke, le 5S, etc. Nous, on va se focaliser encore une fois sur le Value Stream Mapping, VSM, et le cordon Downton. Je vous propose maintenant que nous nous concentrions sur les sources de gaspillage, quelque chose qui est très important. Donc, comme vous l'avez compris, l'objectif de la pensée Lean, c'est de créer plus de valeur pour les clients avec moins de ressources et moins de gaspillage. Et donc, le gaspillage correspond à toute activité qui n'apporte pas de valeur ajoutée au processus. Donc, en effet, vous avez le système Kanban. Nous avons parlé de ça lors de l'Extense. Donc, en fait, c'est un système Kanban. C'est le modèle même propre de Toyota, hein. C'est ce qui fait fonctionner la production chez Toyota en flux tiré, où c'est le client qui déclenche la commande. C'est-à-dire qu'un client va venir voir un concessionnaire Toyota, il va dire, voilà, moi je veux cette voiture avec telle option, et bien on va on va faire démarrer la production avec une carte Kanban. Et donc, n'oubliez pas que pour que le flux tiré fonctionne efficacement, il faut qu'il soit optimisé. Vous comprendrez que si le client demain vient et il vous dit, voilà, moi, il me faut un avion, il va voir Air Boeing ou Airbus, il dit, moi, il me faut un avion dans 6 mois ou dans un an, j'en ai besoin, c'est urgent, bah, c'est le client qui va faire déclencher la production. Mais par contre, il faut être rapide, il faut être réactif parce qu'on ne peut pas fabriquer l'avion en 4 ans, 5 ans, il faut que ce soit un an. Et donc, ça nécessite donc qu'il y ait une efficacité une efficacité dans le flux. Et donc, pour ce faire, pour optimiser un flux et fonctionner en Kanban, il faut identifier les gaspillages. Comme le suggère Taishi Ono, le concepteur du modèle Lean, encore une fois, il a défini 3 familles de gaspillage. Et donc, vous avez les MUDA, activités sans valeur ajoutée mais acceptées. Il existe 2 types de gaspillage que nous verrons après. Les MURA, les irrégularités, toute variation conduisant à des situations déséquilibrées, et enfin les MURI, les excès. Cela consiste à pousser une machine ou l'homme au-delà de ses limites naturelles. Alors, Taishi Ono a identifié 2 types de MUDA. Donc ça, c'est important de bien comprendre 2 types de MUDA. Alors ça, ce n'est pas demandé pour DevOps, hein. Alors, c'est important de connaître les types de gaspillage, les noms des gaspillages que nous allons voir devant tout de suite, mais ce n'est pas important de savoir qu'il y a 2 types de MUDA. Là, on va vraiment plus loin, hein. Je vous ramène vraiment dans les profondeurs du Lean. Donc, vous avez les MUDA de type 1, donc c'est les activités sans valeur ajoutée existant au sein du flux tiré qui sont nécessaires pour le client. Donc, par exemple, vous allez faire vos courses. Donc, vous allez prendre votre voiture, vous allez vous rendre au magasin, vous allez faire vos courses, vous allez ranger vos courses et vous allez reprendre votre voiture pour rentrer chez vous. Quelle est la valeur ajoutée? Eh bien, la valeur ajoutée, c'est seulement d'avoir fait vos courses. Par contre, c'est quoi qui n'est pas une valeur ajoutée? Bah, c'est d'avoir pris la voiture, gaspiller de l'essence pour ensuite vous rendre, faire vos courses au magasin. Il faut se garer, il faut trouver une place au parking. Ensuite, il faut chercher les courses. Et ensuite, il faut reprendre la voiture pour rentrer chez vous. Bah, ça, c'est des tâches à valeur non ajoutée, mais qui sont nécessaires. Vous n'avez pas le choix. Donc, vous n'avez pas le choix. On est obligé de les garder. En effet, vous n'avez pas le choix. Et MUDA de niveau 2, eh ben, c'est les activités qui n'apportent aucune valeur ajoutée, ni au flux, ni au client. C'est-à-dire que ça, on peut les éliminer. Ça n'a aucun intérêt. Donc, par exemple, pour approuver une procédure, eh bien, élaboration de la procédure, il faut le valider au niveau N+1, refus par la qualité. Eh bien, ça, voilà, il y a des choses qui peuvent être optimisées. Donc, que vous soyez chef de projet, consultant, ingénieur réseau, vous êtes tous concernés. Alors, Taishi Ono nous parle donc de quelque chose de très important. Très important, c'est qu'il a identifié 8 gaspillages, dont un qui est sous-estimé. Lui, il dit qu'il y a 8 gaspillages, mais il y a un qui est sous-estimé. On verra lequel. Alors, Ono considérait parmi les 8 gaspillages la surproduction comme le premier des gaspillages, car il est à l'origine de la plupart des autres. Alors, qu'est-ce que le premier type de gaspillage, selon Taishi Ono, c'est la surproduction. Donc, c'est de fabriquer des articles qui n'ont pas été commandés, ce qui engendre des gaspillages amenant à des coûts de stockage excessifs. En effet, ça va amener de l'attente. C'est aussi un autre type de gaspillage, mais c'est aussi dû à la surproduction. Donc, les délais dus aux attentes d'une étape, due à une étape précédente, les transports, en effet, déplacer des produits d'un lieu à un autre,
transfert, email ou réunions nombreuses, l'inventaire, avoir plus de matériel que nécessaire, logiciels non utilisés, trop d'infrastructures, les backlogs ou emails, traitement excessif, faire plus que nécessaire, sur-ingénierie en fait, impossible de créer des modèles et autres actifs, les défauts, défier des exigences, des erreurs, déplacement, en effet, déplacer des personnes ou bien plus que nécessaire et donc déplacer trop souvent du code. Et enfin, un qui est sous-estimé selon Taishi Ono, c'est la non-utilisation des compétences, des connaissances ou la créativité des personnes. Et donc, d'ailleurs, Taishi Ono a un jour tracé un cercle au milieu d'une ligne de production. Et il a demandé à ses ingénieurs de rester à l'intérieur pendant un certain temps afin d'apprendre à observer attentivement ce qui se passait autour d'eux. Et donc, combien d'entre nous prennent finalement réellement le temps d'observer notre environnement de travail? C'est une question que je vous pose, une prise de conscience et de mieux comprendre les problématiques sur le terrain. Et donc voilà, finalement, il y a 8 gaspillages et ça, il faut les connaître par cœur pour votre examen. C'est les termes d'ailleurs exacts qu'ils ont utilisés sur DevOps Institute. Et donc, Shigeo Shingo, inventeur des outils tels que le Smed Pokayoke, les outils phares dans le Lean, disait le plus dangereux des gaspillages est celui qu'on ne voit pas. Et donc, ça fait aussi référence à l'anecdote que je vous ai citée avec Taishi Ono, avec l'histoire du cercle au milieu d'une ligne de production. Nous voici à l'Extense. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire, mais si vous êtes intéressé à connaître les deux autres types de gaspillage de Lean, alors c'est pour vous. Mais sachez que ce n'est pas dans le programme de DevOps, mais c'est surtout à titre informatif. Alors, Taishi Ono disait la tortille plus lente mais régulière cause moins de gaspillage et elle est de loin la plus préférable au lièvre qui court à perdre haleine puis s'arrête pour se reposer. Et donc le TPS, donc le lean, ne peut pas être réalisé que lorsque tous ces acteurs deviennent des tortues. Et donc, en effet, le Moura, c'est comme on va prendre comme exemple, eh bien, c'est que comme vous avez des disparités, vous avez une ligne de production. Là, on va prendre un exemple très simple hein, qui parle à tout le monde, de tout secteur d'activité. Vous avez trois lignes de production. Vous avez donc deux lignes où les produits sont acheminés, on va dire, de manière continue, simplement. De même pour la ligne 2. Par contre, on voit que quand il y a une convergence entre les deux lignes, eh bien, la ligne 3 elle est saturée. Il y a trop de produits il y a trop de disparités, il y a trop de produits, c'est saturé. Et donc, il y a une solution. C'est ça que propose le Lean, c'est qu'il y a une solution, on va mettre des buffers. Alors, qu'est-ce que c'est un buffer? C'est un stocker temporaire qui, lui, par exemple, il va stocker pendant un certain temps le surplus de produits et il va permettre d'équilibrer. C'est comme à l'aéroport. Vous savez, quand vous allez prendre votre avion à l'aéroport de Orly ou Charles de Gaulle, bah, ils se sont énormément inspirés du Lean. C'est-à-dire que quand vous allez vous faire le contrôle avec la douane, vous voyez, vous avez un grand chemin à faire en serpentin. Vous savez, vous avez des chemins à faire en serpentin, vous devez marcher comme en serpentin. Eh bien, ça vient du Lean. Et typiquement, bah, c'est ça, c'est le Moura. C'est pour justement avoir un flux continu et ne pas être saturé. Donc, les aéroports, c'est très intéressant pour comprendre le Lean. Alors, si on prend par exemple un exemple, là on retourne dans l'informatique, eh bien, si on peut prendre un exemple qui se base dans l'informatique, eh bien, l'inconsistance dans les cycles de livraison. Par exemple, si une équipe IT livre des versions de logiciels de manière irrégulière, par exemple, eh bien, certaines versions sont livrées toutes les semaines et d'autres prennent plusieurs mois. Mais cela peut créer de l'incertitude pour les utilisateurs finaux et les autres équipes. Donc, cela peut également entraîner des périodes de surcharge de travail suivies de périodes de sous-charge, perturbant le flux de travail. Et donc, les Muras sont donc applicables partout et pas seulement en industrie. Alors, il y a aussi le Mouri. Donc, le Mouri, qui implique que les machines ou les employés sont surexploités, risquant ainsi d'entraîner des dysfonctionnements, des accidents de travail, des ralentissements au niveau du flux de production. J'en suis sûr, vous pensez aux serveurs. Vous dites, bah, tiens, c'est peut-être le cas des serveurs. En effet, en informatique, on verra que c'est aussi le cas des serveurs. Et donc, vous avez une charge maximale, par exemple, le camion, on voit qu'il y a une charge maximale de 1000 kg, eh bien, on a mis un poids ou une masse de 1300 kg. Et donc,
Voilà, certaines industries ont opté pour les opérateurs à un exosquelette qui permet de les aider à porter des charges lourdes. Mais par contre, il y a d'autres exemples dans dans le domaine de l'informatique, comme la surcharge des développeurs, hein. Si une équipe de développeurs est constamment sollicitée pour livrer des fonctionnalités dans des délais irréalistes, cela peut entraîner une surcharge de travail, des erreurs de code, une baisse de la qualité du produit et éventuellement de l'épuisement professionnel. Ou encore, serveurs surchargés, comme je vous le disais, hein, l'utilisation excessive de serveurs sans une planification adéquate de la capacité pour entraîner des temps de réponse lents, des pannes fréquentes ou même des interruptions de service, bah, ce qui peut nuire à l'expérience utilisateur et même à la réputation de l'entreprise. Et donc les moris également sont applicables dans le monde de l'informatique. Et donc, il faut à tout prix mettre des actions pour éviter, par exemple, dans notre cas devant nous, éviter les troubles musculo-squelettiques et les arrêts maladie. Donc, petit rappel, hein, jusqu'à maintenant, nous avons abordé le cadre du Lean, suivi des sources de gaspillage. Nous allons maintenant discuter d'un outil important dans le Lean, la Value Stream Mapping. Donc, la VSM permet d'identifier les gaspillages afin de les éliminer et nous verrons comment cela fonctionne dans les slides suivantes. Alors, le Value Stream Mapping, hein, VSM, est un outil Lean. Il faut bien comprendre que ça vient du Lean qui décrit le flux d'informations, de matériaux et de travail entre silos fonctionnels, en mettant l'accent sur la quantification et l'élimination du gaspillage, y compris en termes de temps et de qualité. Donc voilà, quelques principes de cet outil. Une chaîne de valeur est la séquence d'activités requises pour concevoir, produire et livrer un produit ou un service spécifique. Les chaînes de valeur couvrent généralement plusieurs processus, hein, on verra ça. La Value Stream Mapping VSM permet aux équipes interfonctionnelles de voir toute une chaîne de valeur d'un point de vue, on va dire, macro, hein, parce qu'en fait, c'est un affiche que tout le monde peut voir d'un point de vue du travail, mais aussi de flux d'informations. Et également aussi d'identifier les zones de gaspillage, les MUDA, qui pourraient être éliminées dans le but d'améliorer la chaîne ou de générer une plus grande valeur. Donc, c'est ça le but du VSM, c'est une cartographie de processus ou de poste de travail. Aussi, le VSM va nous permettre d'identifier, hiérarchiser et mesurer les améliorations. Et nous verrons comment. Donc, rappelez-vous de la voie numéro 1, le flux. Eh bien, grâce au VSM, on va pouvoir optimiser le flux. Voici un exemple d'une VSM. Alors, c'est simplifié, hein, pour vous expliquer simplement. Nous allons représenter visuellement un processus métier ou un poste de travail, puis identifier pour chaque étape les KPI, tels que le temps nécessaire pour réaliser l'étape, le nombre de personnes affectées, le temps de cycle ou d'autres indicateurs pertinents. Cela se fera pour chaque étape de production ou d'un processus. En bas, vous avez les notions de temps à valeur ajoutée et de temps sans valeur ajoutée. L'objectif final de la VSM consiste à comparer le taux de valeur ajoutée avec le taux de non-valeur ajoutée pour calculer le taux d'efficacité. Et comme vous l'aurez compris, l'objectif est de réduire au maximum le taux de non-valeur ajoutée pour atteindre un flux continu. Autrement dit, si le taux de non-valeur ajoutée est élevé, cela signifie qu'il y a beaucoup de MUDA, c'est-à-dire gaspillage à éliminer. En pratique, la VSM se réalise en équipe, hein. Il faut bien comprendre que c'est en équipe, ce qui permet de faire un état des lieux avant d'entreprendre des chantiers d'amélioration continue. Alors, on va prendre un exemple concret en se basant sur le cas de Toyota, encore une fois. Nous remarquons que l'étape de production prend plus de temps que les autres étapes. Nous avons ainsi identifié notre étape de périmètre. En effet, voilà, il faut comprendre, hein, si on revient au point de départ des démarches, une entreprise comme qui fait du Fordisme a un flux poussé. Elle n'est pas du tout optimisée, mais l'objectif, c'est de passer à la démarche du lead. Donc, on va faire une cartographie des processus, on va analyser les gaspillages, on va mettre en place une value stream mapping. Et là, on a remarqué que voilà, finalement, la production, on a remarqué que c'était plus long que les autres étapes. Donc, on va faire quoi? On va analyser les sous-étapes ou les sous-postes qu'il y a dans la partie production. Eh bien, dans le poste numéro 1, ça peut être aussi une machine de production, eh bien, nous avons un temps de cycle de 5 minutes avec un taux de rendement synthétique, c'est-à-dire l'efficacité de la machine de production de 80%, qui est, on va dire, relativement assez élevé. Il y a mieux, mais il y a pire, selon les secteurs d'activité. Un taux de panne quand même de 9%.
Et donc, pour fabriquer un produit, la machine, le poste 1, met 5 minutes. Bon, d'accord. Par contre, dès que le produit est sorti du poste 1, elle est acheminée vers le poste 2, il y a 2 minutes d'attente. Ensuite, au poste 2, on a un temps de cycle de 3 minutes, donc un TRS quand même de 95%, 95%, c'est assez correct, c'est bien. Un taux de panne de 3%, d'accord. Par contre, on voit que quand le produit est acheminé du poste 2 vers le poste 3, on peut voir qu'il y a beaucoup de surstockage de papier, hein. Donc, c'est quand même important, il y a beaucoup d'attentes. Il y a un papier à remplir pour que ce produit puisse passer au poste 3. Peut-être qu'il y a des problèmes de qualité ou des conformités ou des contrôles qualité, on ne sait pas. Poste numéro 3, un temps de cycle de 20 minutes avec un TRS de 60%, avec un taux de panne de 20%. 20 minutes pour qu'un produit puisse être géré traité par le poste 3 et 90 minutes d'attente avant de passer au poste 4. C'est-à-dire que pendant 90 minutes, il y a des produits qui sont délivrés et il y a quand même 90 minutes d'attente. Et donc, on peut voir qu'au poste 4, ça prend 2 minutes, 98% de TRS, d'efficacité, taux de panne à 1,5%. Donc, typiquement, vous l'aurez compris, la problématique, c'est le poste 3. Donc, si on calcule le temps de valeur ajoutée, eh bien, on voit qu'on est à 30 minutes contre 102 minutes. Donc, pour fabriquer un produit, tout le cycle de la production met 30 minutes pour un produit contre 102 minutes d'attente. Et donc, on voit que le taux d'efficacité est de 29%, ce qui est très faible. Et donc, on va décider avec les ingénieurs Lean, il faut qu'on mette un chantier Kaizen immédiatement. Et donc, on a identifié un chantier d'amélioration continue. Ça sera au poste 3. Donc, au poste 3, nous allons mettre en place un chantier Kaizen, c'est-à-dire l'amélioration continue à mettre en œuvre. Nous allons procéder à un brainstorming sur le terrain, identifier des solutions, les expérimenter et les mettre en œuvre en utilisant par exemple le cycle PDCA. À la fin, nous utiliserons une nouvelle cartographie qui ne s'appellera plus VSM, mais Value Stream Design. En effet, la VSM sert à cartographier l'état des lieux initial pour vérifier les bénéfices des solutions mises en place, nous référant à une autre cartographie appelée cette fois-ci la VSD. Donc, Value Stream Design, ce ne sera plus le M, mais le D. Alors, ce qu'il faut retenir pour votre examen, bien évidemment, si on revient au contexte de DevOps, le VSM permet de représenter les flux par étapes et de cibler le périmètre des futurs chantiers d'amélioration continue, le Kaizen. Le VSM ne se fait pas seul, c'est un travail qui se fait sur le terrain avec les acteurs concernés. Il existe d'autres outils que le VSM. Il y a aussi le diagramme spaghetti, le flowchart, par exemple. Nous avons vu que le VSM permet d'analyser un processus ou un poste de travail afin d'identifier les gaspillages en vue de lancer des chantiers Kaizen. Toutefois, il est essentiel de suivre une méthodologie pour gérer ces chantiers. Et dans le Lean, on utilise principalement le cycle PDCA développé par Edward Ming, sauf lorsqu'il s'agit du chantier lié au Six Sigma ou d'autres méthodes comme le DMAIC qui sont également utilisées. Donc nous allons nous focaliser sur le PDCA. Alors, le PDCA est une méthode cyclique pour la gestion et l'amélioration des processus spécifiques. Donc, encore une fois, en 4 étapes, hein. PDCA comme P, planifier, qui veut dire plane, comprendre les causes réelles du problème. D'où c'est de réaliser, une fois qu'on a fait l'état des lieux, c'est-à-dire que dès qu'on a fait notre value stream mapping dans la partie planification, nous allons mettre en place des chantiers et identifier des solutions et les implémenter dans un petit périmètre pour voir si on peut le standardiser. On va contrôler, donc dès qu'on a mis en place la solution, on va vérifier les résultats en mesurant l'efficacité des solutions. Et enfin, dans la partie acté, on va implanter et standardiser la solution, généraliser et recommencer le cycle parce qu'on est dans une démarche d'amélioration continue et on s'améliore constamment. Et donc, attention, ce n'est pas semblable à un cycle de gestion de projet. En effet, moi, j'ai vu des projets dans le pharmaceutique, et ce n'est pas une blague, des projets de 20 millions de 1 million d'euros gérés par un PDCA, ce qui est impossible, parce qu'il faut quand même des méthodologies de gestion de projet, PMI, ou même d'autres qui appartiennent à l'entreprise, mais quand même qui sont sérieuses, des méthodologies sérieuses comme basées sur Prince 2 quand même, mais on ne peut pas faire un PDCA pour gérer un grand projet.
Alors, on est tous dans une démarche d'amélioration continue, comme je l'ai dit, on doit s'améliorer, progresser constamment. Et donc, on va faire une première amélioration. Imaginons que on reprend l'exemple de la production, on a identifié qu'il fallait mettre en place un chantier d'amélioration continue. Eh bien, on va voir qu'il y aura des bénéfices bénéfiques. On aura amélioré la partie, le post-production, mais on pourra encore en faire un autre chantier pour le rendre encore mieux. Donc, on va refaire un PDCA, on va refaire encore un autre PDCA avec d'autres chantiers, avec d'autres solutions pour améliorer encore le poste, pour améliorer finalement le système Kanban. Donc, on s'améliore constamment, on fait des chantiers en chantier. Donc, dès qu'on a fini un chantier, dès qu'on est à la partie acte, on va standardiser, mais après, on va remettre encore un autre chantier, on va relancer un PDCA, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on ne peut pas. Et ce qui va faire que finalement, la roue va se terminer, parce qu'il y aura bientôt une fin, eh bien, c'est ce qu'on appelle la loi des rendements, la loi des rendements décroissants. En effet, c'est dès que ce sera plus rentable, dès qu'on verra que c'est plus rentable de faire de l'amélioration, parce que la machine ne s'améliorera jamais, eh bien, on va arrêter. Donc, c'est l'argent qui dira, le profit qui dira, est-ce que c'est rentable ou non de refaire une autre lancement d'un PDCA, d'un chantier d'amélioration continue ou non. Alors, la relation avec DevOps, hein, il faut savoir que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les trois voies qu'on a pu voir précédemment dans le module qui concerne les trois voies, eh bien, c'est le but du PDCA, ce sera toujours de faire améliorer les three-way. C'est grâce au PDCA, cette démarche d'amélioration continue, qu'on va toujours s'améliorer et toujours faire que on a un bon flux avec un bon feedback et toujours s'améliorer, donc expérimenter. Donc, donc voilà la relation entre les trois voies et le PDCA. En effet, le processus là, c'est les three-way finalement. Donc, c'est en étant dans une démarche d'amélioration continue que les three-way seront appliqués toujours de manière optimisée et efficace. Alors, nous voici maintenant à l'Improvement Kata, qui a été créé encore une fois par Toyota pour favoriser une culture et routine d'amélioration continue à long terme. Alors, une petite vigilance à ne pas confondre avec le Kaizen ou le PDCA. Le Kaizen, c'est une philosophie générale d'amélioration continue, impliquant tous les salariés pour réaliser des améliorations petites mais fréquentes dans tous les aspects de l'entreprise. Alors que le PDCA, rappelez-vous, c'est une méthodologie spécifique pour résoudre des problèmes ou améliorer des processus à travers des cycles structurés. Enfin, l'improvement kata, lui, va plus loin. C'est d'apporter une culture d'amélioration continue sur le long terme. Donc, en résumé, l'improvement kata est davantage orienté vers la création d'une routine d'amélioration sur le long terme. Quant au kaizen, vers une philosophie de petite amélioration constante. Et le PDCA, vers une méthode cyclique et structurée pour résoudre des problèmes ou améliorer des processus spécifiques. Et donc, les trois peuvent être complémentaires dans une stratégie globale d'amélioration continue. En effet, DevOps Institute a décidé seulement d'inclure l'improvement kata et le PDCA et ne pas inclure le Kaizen. Donc, nous ne parlerons pas davantage du Kaizen. Alors, en ce qui concerne le kata, l'improvement kata, il est important que vous compreniez que c'est une manière structurée de penser et d'agir pour créer une culture d'apprentissage et d'amélioration continue. Donc, il faut vraiment que vous mémorisez les 4 étapes du Improvement Kata, car il se peut que ça apparaît lors de votre examen. Donc, la première étape, c'est comprendre la vision ou l'orientation à long terme, donc comprendre les causes réelles du problème. Encore une fois, on peut faire une value stream mapping, analyser l'existant, donc identifier les solutions et les implémenter dans un petit périmètre, définir un objectif d'amélioration, vérifier les résultats en mesurant l'efficacité des solutions, encore une fois, et le PDCA, implanter, standardiser la solution généralisée et recommencer le cycle. Par contre, comme on peut voir si c'est similaire avec le PDCA, eh bien, si on prend un autre exemple, eh bien, l'improvement kata, c'est un processus en 4 étapes qui met l'accent sur l'apprentissage et l'amélioration du travail et donc il prend en compte la vision ou l'orientation à long terme de l'organisation. Donc en effet,
Il s'agit d'un cadre qui non seulement encourage l'apprentissage et l'expérimentation, mais qui prend aussi en compte la vision ou l'orientation à long terme de l'entreprise. Donc en effet, vous avez, la vision, l'orientation, c'est-à-dire que, on va commencer par avoir une compréhension claire des objectifs à long terme, ce qui guide toutes les actions futures. Ensuite, analyser l'existence et avant de définir un objectif d'amélioration, il est essentiel d'analyser la situation actuelle pour identifier les points d'amélioration. Définir un objectif d'amélioration, c'est une fois l'analyse effectuée, eh bien, un objectif spécifique et mesurable est défini pour orienter les efforts d'amélioration. Et enfin, le PDCA, expérimenter vers l'objectif, c'est le processus d'amélioration qui se concrétise par l'application du cycle PDCA, qui consiste à planifier, exécuter, vérifier et ajuster les actions nécessaires pour atteindre l'objectif défini. Donc, le PDCA est donc intégré dans l'Improvement Kata comme un mécanisme d'expérimentation et de validation des hypothèses d'amélioration. Et donc, en effet, en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Improvement Kata utilise le PDCA comme un outil pratique pour réaliser des améliorations itératives, tout en s'inscrivant dans une logique de vision plus large et à long terme. Et donc, ce cadre méthodologique permet de structurer les efforts d'amélioration continue en alliant réflexion stratégique et action concrète. Je vous propose de nous focaliser sur le concept de cordon d'Anton. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'une des caractéristiques d'une entreprise Lean est d'être une bureaucratie excellente ou habilitante. Un exemple concret de cette approche a été mis en place par Toyota, encore une fois, pour transformer leur organisation en une bureaucratie excellente. Et donc, Toyota a mis en place un système de support visuel, souvenons, qui est appelé cordon d'Anton. Ce système permet à un opérateur de tirer un cordon pour arrêter la machine de production lorsqu'il détecte une panne ou une production excessive de rebut. Alors, quand on entend rebut, c'est-à-dire des produits non conformes. Une fois la production arrêtée, tous les ingénieurs et contremaîtres se mobilisent immédiatement pour identifier la cause du problème et trouver une solution. Ce mécanisme donne donc le pouvoir à l'opérateur de stopper la production, ce qui peut sembler surprenant dans un contexte industriel traditionnel. Il est important de comprendre que si vous faites cela dans une usine en France, il est possible que vous soyez blâmé par le responsable de production. Donc cela montre bien que les Japonais ont une vision à long terme. Ils préfèrent stopper la machine immédiatement et peut-être passer 1 heure à trouver la cause du problème plutôt que de laisser celui-ci persister et causer des défauts répétés. Et donc, à long terme, cette approche permet d'éviter que le même problème se reproduise. Ainsi, on peut voir que chez Toyota, tout le monde est impliqué, ce qui témoigne d'un esprit d'amélioration continue. Et donc, le cordon d'Andon incarne une philosophie et une culture où l'essentiel est de donner le pouvoir aux employés de prendre l'initiative d'arrêter le flux de production et de valoriser la résolution proactive des problèmes pour garantir la qualité et l'efficacité sur le long terme. Collaborer aussi au lieu de chercher le coupable pour identifier la problématique, cause racine et les solutions. Et donc, pour faire le lien avec DevOps, eh bien, dans DevOps, le cordon d'Andon peut être un puissant mécanisme pour assurer que les problèmes sont détectés et résolus rapidement avant qu'ils n'impactent les utilisateurs finaux. Donc, cela contribue à maintenir un haut niveau de qualité et de fiabilité des livraisons logicielles. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais jusqu'à présent, mais le Lean accorde une très grande importance au management visuel. Et d'ailleurs, cela vient du Lean qui a été énormément euh, pris par le monde de l'Agile. L'Agile a énormément inclus le management visuel qui provient du Lean. Donc, conscient qu'on a fait beaucoup de théories, j'aimerais vous partager une de mes expériences en tant que chef de projet Lean pour que ce soit parlant pour vous. Alors, en termes de contexte, suite à une inspection de la FDA, la Food Drug Administration, dans une entreprise pharmaceutique, il a été demandé de mettre en œuvre des corrections immédiates afin de réduire le nombre d'anomalies et de raccourcir le délai de clôture. Il faut savoir qu'en termes d'enjeu, c'est que si, par exemple, il y a une anomalie sur un produit, eh ben, ce produit n'ira pas aux hôpitaux, n'ira pas dans les pharmacies, donc elle sera bloquée dans l'usine. Et donc, par conséquent,
La méthodologie envisagée a été le PDCA. Les parties prenantes concernées étaient le service qualité, service production, service assurance qualité, service performance et service maintenance. La durée du projet a été de 14 mois. C'était dans un contexte industriel. Donc, si vous êtes dans l'informatique, ça ne va pas trop vous parler, mais ça va vous aider à comprendre le cheminement, comment on met en place un chantier Lean qui peut être identique aussi dans l'informatique. Et donc, si on reprend le PDCA, dans la phase plan, eh bien, la partie gestion de projet, c'est-à-dire que dans la partie petit projet, pilotage projet plutôt, c'est ça le bon terme, eh bien, on a défini le périmètre. Le périmètre a été défini par la direction qui ont dit qu'il fallait qu'on se concentre sur tous les services qualité de l'usine. Il fallait qu'on identifie les bonnes parties prenantes, estimer les coûts, analyser les risques et mettre en place un rituel Lean. Alors, les parties prenantes, c'était simple. Il fallait prendre les responsables, les qualiticiens avec les gens qui sont en production et les ingénieurs qualité qui travaillent dans les parties fournisseurs. Alors, mettre en place un rituel Lean, c'est mettre en place un comité de pilotage finalement, avec des indicateurs à mettre en œuvre pour discuter des points bloquants de manière visuelle. Donc, il fallait mettre ça en place pour discuter des points. En ce qui concerne l'audit et l'état des lieux, ça c'était dans la partie plan, eh bien, on a mis en place une value stream mapping pour comprendre comment a été piloté le processus des anomalies, mais aussi on a fait des interviews. On est parti voir les différents services, on a discuté avec eux, on a demandé voilà comment vous pilotez vos anomalies, comment vous gérez vos anomalies qui étaient urgentes face à ceux qui étaient critiques et simples. Et donc, voilà, on a fait des interviews, on a pris des photos pour voir comment ils pilotent leur anomalie, parce qu'en fait, leur processus n'était pas du tout digitalisé, c'était vraiment fait de manière manuelle avec un tableau comme on peut voir à l'école. Les livrables, eh bien, c'était de mettre en place un tableau de bord pour nous, réaliser le rapport d'audit suite à l'interview et de réaliser le rapport d'audit pour également la direction, le comité de direction. Et donc, c'était aussi de faire une présentation au comité de direction. En ce qui concerne le doux, donc pour la partie doux, eh bien, on a fait encore une fois l'animation des rituels. Là, on l'a mis en place, mais là, on a fait des animations à une fréquence donnée d'une fois par semaine. On a ajusté le PDCA avec les actions qu'il fallait mettre en œuvre, mettre à jour les risques qu'on avait identifiés et préparer le chantier Lean. Donc, on a formé les parties prenantes parce qu'en fait, on avait vu qu'il y avait des conflits entre la qualité et la production. Ils n'arrivaient pas à travailler ensemble. Donc, ce qu'on a fait, on a utilisé le MBTI. C'est un outil d'aide à la psychologie. Et dans le MBTI, il y a d'autres méthodes pour travailler en mode groupe. Et c'était la méthode Kersey qui permet d'identifier comment ça se fait qu'une personne une personne va gérer de telle manière les anomalies et pas d'autres avec son intuition, ou d'autres qui vont être vraiment sur les faits. Et on va expliquer l'importance de favoriser certaines fonctions de la personnalité pour mieux gérer les anomalies. Et donc, on a créé et animé des sessions de team building avec le MBTI, des brainstorming, c'est-à-dire des chantiers Kaizen pour trouver des solutions dans une bonne cohésion, dans une bonne démarche, dans une bonne culture. Le chantier Lean, on a fait un Gemba Walk. C'est quoi un Gemba Walk? C'est qu'on est parti sur le terrain, on a visité d'autres sites, c'est-à-dire usines où il y avait un processus des anomalies qui a été optimisé. On a essayé de voir, on a discuté avec ces acteurs, voir que c'était quoi vos problématiques, comment vous avez fait pour y remédier, est-ce que vous avez des conseils. Donc, on a fait un Gemba Walk, on est parti sur le terrain où il y avait les problèmes, où il y a les problèmes. On a élaboré le nouveau processus ensemble, on a installé le nouveau processus sur le terrain et on a contrôlé, c'est-à-dire qu'on a essayé de voir qu'est-ce qu'on pouvait en tirer de ce nouveau processus à travers les animations de rituels Lean, c'est-à-dire qu'on faisait des rituels Lean, on discutait des côtés bénéfiques, est-ce que les indicateurs étaient atteints ou pas. On a mis à jour le plan, c'est-à-dire le PDCA, remplir le plan de rentabilité. En effet, il fallait calculer, parce faut imaginer qu'il y avait beaucoup de coûts de non-qualité suite à ces anomalies. Il fallait calculer le coût de non-qualité et aussi de faire le suivi des chantiers. Donc moi, mon objectif en tant que chef de projet Lean, c'était de suivre les chantiers. Est-ce que ça se passait bien? Est-ce que vous avez des problématiques? Est-ce que vous êtes satisfait de nouveaux processus? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? On est allé aussi sur le terrain pour comparer le nouveau processus avec l'ancien, parce qu'on a laissé spécialement un service avec l'ancien processus pour voir quelles différences étaient. Et ensuite, en termes de livrables, eh bien, on a mis à jour le tableau de bord
Et enfin, dans la partie acte, eh bien, on a continué à animer les rituels Lean et on a fait une session de retour d'expérience pour avoir le retour, pour capitaliser les bonnes pratiques pour ensuite, s'il y a un futur projet ou futur chantier plutôt, eh bien qu'on puisse s'inspirer. On a finalisé le plan de rentabilité, on a standardisé le processus au niveau global et organisé une célébration avec les parties prenantes. Et on était au restaurant et on a mis à jour le nouveau tableau de bord. Et donc voilà, typiquement, comment fonctionne un projet Lean. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir, l'imaginer. Mais il y a mille et une manières de faire du Lean, encore une fois, hein. Et donc, en termes de résultats, eh bien, avant, on avait 46% de taux d'anomalie, on est arrivé à 9% de taux d'anomalie, 64 jours en moyenne pour clôturer une anomalie, et on est passé à 16 jours en moyenne. Et les tensions entre les parties prenantes, qualité et production, eh bien, on a créé un binôme. On a pris un qualiticien, on a pris un producteur, on a dit vous travaillez ensemble. Et vous gérez, vous, c'est-à-dire vous, le binôme, vous gérez l'anomalie ensemble. Et c'était dans le même bureau. Donc, près de 200 parties prenantes concernées, eh bien, on a embauché 9% parce qu'il y avait quand même un envie et aussi un besoin d'embaucher. Donc, ils étaient en sous-effectif, il fallait aussi embaucher. Donc, le Lean aussi a permis d'embaucher. Alors, il y a 2 façons de procéder. Alors, pourquoi je vous explique ça? Vous allez, comprendre qu'il y a une manière de faire positive et mauvaise. Vous allez comprendre. Imaginons que vous avez un projet d'améliorer un poste de travail. C'est un projet, il faut améliorer un poste de travail. Alors, on va appliquer les salariés. Et les salariés vont trouver quelques solutions parce qu'ils sont experts, ils connaissent, c'est des gens qui sont dans le terrain. Qui de mieux que les opérateurs qui gèrent des machines de production ou des informaticiens qui connaissent un logiciel pour proposer des solutions. Et donc, la première possibilité, la manière de faire, c'est avec quelle intention on peut faire. Ben, c'est voilà, on va modifier le poste de travail en optimisant le poste de travail. Les conséquences, ben, ça sera un meilleur aménagement du poste de travail, plus d'efficacité. Donc, il y aura un bien-être, épanouissement. Le salarié va se dire, j'ai été entendu, je suis satisfait, on a amélioré mes conditions de travail. Il y a une autre manière de faire aussi. On va modifier le poste de travail pour supprimer, en fait, on va prendre la solution pour supprimer le poste de travail, pour ensuite, pourquoi pas, à long terme ou moyen terme, dès qu'on a mis la solution, le licencier ou même le transférer dans un autre poste, mais on n'embauchera pas d'intérimaire. Donc voilà, c'est ça notre objectif. Donc ça peut amener des suicides, des dépressions, comme on a pu voir avec le cas de la Poste. Donc ce qu'il faut comprendre, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que le Lean a malheureusement acquis une mauvaise réputation, souvent perçue comme une méthode de suppression de postes. Cette perception est en partie due à certains jeunes cadres qui, après avoir lu les ouvrages sur le Lean et sa mise en œuvre dans les années 90, ont conclu que cette approche permettait de réduire les coûts fixes en supprimant des postes dans un contexte où les entreprises cherchaient à transformer leurs coûts fixes en coûts variables. Ainsi, dans les années 1990-2000, de nombreuses entreprises qui ont tenté de déployer le Lean ont subi des échecs importants allant jusqu'à la faillite. Alors, face à cette situation, Toyota, qui voyait sa philosophie mal interprétée, a réagi en publiant en 2001 un guide intitulé Toyota Way. Ce guide mettait en garde contre l'usage abusif de certains outils comme le VSM, en insistant sur l'importance de se concentrer sur l'humain et de respecter les travailleurs. Et donc, au Japon, Toyota limite les suppressions d'emplois, il faut le savoir, collabore étroitement avec les syndicats et adopte une approche respectueuse. En raison de cette mauvaise réputation, eh bien, même aujourd'hui, certaines entreprises préfèrent dissimuler leur démarche Lean sous des appellations telles que booster, transformer, pour éviter les réactions négatives, parce qu'en fait, ils ont honte d'utiliser le terme Lean. Et donc, éviter les réactions négatives, comme je l'ai dit, notamment de la part des syndicats, comme la CGT, qui connaissent bien les aspects controversés du Lean et sont promptes à déclencher des grèves en cas de déploiement. Donc, cependant, l'agile, successeur du Lean, n'a pas cette mauvaise réputation. Le Lean, lorsqu'il est bien déployé, reste une démarche exceptionnelle qui peut produire des résultats extraordinaires. Il ne faut donc pas blâmer le Lean lui-même, mais plutôt la manière dont il a été parfois mal utilisé. En effet, des approches comme l'agile, le DevOps, trouvent leurs racines dans le Lean. Ne l'oublions pas.
Donc certaines entreprises telles que Michelin ou Favi ont eu la sagesse de ne pas faire recours à des cabinets de conseil pour leur déploiement du Lean ou déléguer, transférer leur stratégie. Préférant visiter elles-mêmes les usines de Toyota, c'est-à-dire que, Favi, Michelin envoyaient leurs ingénieurs voir, visiter l'usine Toyota au Japon, pour comprendre la véritable philosophie du Lean. Donc cela souligne l'importance de bien comprendre la théorie d'une démarche avant de le mettre en pratique, car théorie et pratique sont indissociables. Conscient que cette section a été plus longue que d'habitude, mais il faut comprendre qu'il y a énormément de concepts à aborder et surtout vous partager ma passion qui est qui est le management et aussi le lean management pour que vous compreniez mieux en quoi le lean est important.